présente. Bonjour à tous, hey there, Tété à l'appareil, Tété speaking, en direct de Portland dans l'Oregon, all the way from Portland, Oregon, où je suis en train d'enregistrer mon prochain album, where I'm recording my next album. Okay, engine stop. Alors avant de le laisser chanter, vous attendez tout ça évidemment, on va discuter un petit peu. Après avoir vu ces petits bouts de journal de bord, filmé à Portland. Filmé à Portland. Hein, alors, donc, le dernier album a été enregistré là-bas. Il n'a pas été enregistré ni à Los Angeles, ni à Nashville, ni à Chicago ou New York, à Portland. Comment tu as atterri à Portland, Oregon? En fait, j'ai atterri dans l'Oregon parce que je voulais tourner aux États-Unis. Et puis, j'ai un ami franco-américain, Eric John Kaiser, qui est installé là-bas. Et en fait, on a commencé à faire un système ensemble. L'idée, c'était de tourner tous les deux, et en France et aux États-Unis. Et lui habite à Portland, et c'est comme ça que j'ai découvert la ville. Donc j'y suis allé plusieurs fois, et puis c'est là que j'ai rencontré par hasard le réalisateur de l'album, en fait. Et c'est vrai qu'on aurait pu aller dans d'autres villes aux États-Unis, mais qui étaient peut-être moins chaleureuses que ne l'est Portland. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui connaissent l'Oregon ou la côte ouest des États-Unis ou Portland d'ici. Et bon, bah, il y a une demoiselle là-bas qui a l'air de connaître. Et c'est vrai que Portland. Et sinon, pour les autres, décris un peu cette ville qui est. Pour ceux qui ont pas eu la chance de visiter Portland, en fait, c'est une ville qui est à taille humaine. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est vrai que les États-Unis, c'est un pays qui est super grand et on passe tout de suite dans des villes tentaculaires où tu peux pas te déplacer si t'es pas en voiture. Et pour la petite histoire, j'ai pas le permis, en fait. Donc, si j'étais allé dans une ville, j'aurais juste pas pu me déplacer, en fait. Et c'est vrai que Portland, ça permet ça. Tu peux te déplacer en vélo, tu peux te déplacer à pied. Et c'est une ville où il y a beaucoup de musiciens, mais où c'est le contraire d'un Los Angeles. Il n'y a pas d'industrie, en fait. Et du coup, les gens sont vraiment ont juste envie de faire de la musique, en fait. Et il y a une atmosphère qui est vraiment saine et une super qualité de vie. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à enregistrer là-bas. Et en quoi, alors, ça correspondait à une attirance aussi pour l'Amérique et les musiques américaines et les musiques, ce qu'on appelle les roots music américaines, les musiques traditionnelles américaines, ça... Ouais, en fait, j'ai toujours écouté de la musique anglophone, en fait, aussi loin que je me souvienne. Et ce qui a fait le lit de cet enregistrement-là, je pense que c'est les tournées que j'ai pu faire aux États-Unis, en Australie, où le fait de côtoyer des musiciens anglophones, de voir un peu comment ils s'y prenaient, comment ils écrivaient, de voir leur implication. Ça m'a... disons que ça a ouvert des portes que j'ai eu envie de... Enfin, ça a ouvert des sillons que j'ai eu envie de continuer à creuser, en fait. Je sais pas si je parle de la musique en France, on a beaucoup de chance, on est assez accompagné parce qu'il y a des restes d'exception française. Je dis des restes parce que il y a plein de choses qu'on avait, de statuts d'intermittence, de choses comme ça qui sont en train de se déliter, mais on a quand même des restes de ça. Et c'est une grosse chance qu'on a ici par rapport aux musiciens américains, qui ont une réalité qui est totalement différente. Et donc c'est des gens qui n'ont pas le choix, qui sont toute la journée, toute l'année, surtout sur la route, juste pour pouvoir manger, en fait, qui écrivent sur la route, et qui, quand ils arrêtent de tourner, vont 2 jours en studio, puis recommencent. Et c'est vrai que ça m'a vraiment marqué, cette implication-là, cette énergie-là. Et plus le temps passait, plus je rentrais de ces voyages-là, et plus je me disais, mais il y a un truc que j'ai pas compris, et puis il faudrait que je me confronte à ça. Et donc je savais que je voulais enregistrer l'album dans un pays anglo-saxon, juste parce que ces musiques-là, elles ont été inventées dans ces pays-là. Et l'exemple que je cite tout le temps en ce moment, c'est l'exemple du vin. Que le vin, c'est un peu une culture nationale en France. Et puis tout le monde sait, même ceux qui n'aiment pas ça, que une bouteille de vin, ça s'ouvre pas juste avant de la boire, il faut la laisser s'aérer, qu'on remplit pas son verre à ras-bord, qu'on boit surtout pas cul sec. Mais il y a des pays où ça se boit comme ça. Et c'est vrai que si on a envie de se rapprocher d'une culture, d'une manière de faire les choses, autant aller, je pense, quelque part où les gens le font depuis des centaines d'années. Et c'est vrai que par rapport à ça, je trouve que c'est plus cohérent de venir en France si on a envie d'apprendre à boire du vin plutôt que d'aller, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple sans être insultant, plutôt que d'aller sur la Lune, parce qu'on ne fait pas de vin sur la Lune. Je sais pas quoi prendre comme pays, parce que j'allais dire aussi, bon bref.
Et voilà, et puis pour ces musiques-là, c'est un peu ça, quoi. Et Ouais. c'est ça que je voulais. C'est comme ça que je me suis retrouvé à aller enregistrer aux États-Unis. Et alors, en quoi ça fait évoluer ta musique, tes chansons par rapport à tes 3 premiers albums studio? Ça correspondait aussi à une volonté esthétique de faire évoluer quelque chose, ce côté plus live, plus direct, plus proche, voilà, de l'essentiel, comme on peut l'entendre dans ce nouvel album? Ben ouais, en fait, je dirais que rétrospectivement, en fait, quand je réécoutais les anciens albums, il y avait toujours un truc où, à la base, c'était toujours des chansons qui étaient guitare-voix et qui étaient jouées comme ça avant d'être enregistrées et qui se retrouvaient invariablement être enregistrées avec plein de couches de contre-chants, de choses comme ça par-dessus. Et là, cette fois-ci, en fait, j'avais envie d'essayer d'oser ce dépouillement-là, entre guillemets, parce que c'est un peu comme... Oh, mon exemple, il est pas bon, là. Admettons que les hommes se maquillent, en fait. Bon, les hommes se maquillent pas, mais c'est comme si... Enfin, certains hommes se maquillent. Bon, admettons qu'il n'y ait pas de différence entre les hommes et les femmes par rapport à ça, que tout le monde se maquille, et bien, il y a des gens qui auraient une tendance à en faire des tonnes pour se cacher derrière un truc comme ça. Et puis d'autres qui oseraient juste un rimel ou je sais pas, ou un truc plus léger en tout cas. Et puis c'est ce que j'ai fini par me demander. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu essaies de cacher à tout le temps rajouter des trucs et à surcharger. Et c'est pour ça que je voulais essayer ça. Et c'est vrai que quand on parlait en fait du quotidien des musiciens anglophones, ils sont obligés de rester dans cette énergie-là et cette urgence-là parce qu'ils n'ont pas le choix en fait. Et que le studio ça coûte cher, même si c'est les États-Unis et que c'est grand, parce que il y a un côté aussi où les États-Unis, ce qu'on en voit, c'est qu'on voit que les gagnants finalement. Parce que quand on vous montre un footballeur américain, c'est super footballeur américain. Quand on vous montre un acteur, c'est super acteur. Quand on vous montre n'importe quoi, on montre vraiment que les gens qui ont du succès. Mais il y en a plein d'autres en fait qui se battent tous les jours pour juste pouvoir continuer à faire ce qu'ils aiment. Et bon voilà, pour revenir au studio, le studio ça coûte cher. Et il y a plein de groupes qui ne peuvent se payer que 4 jours de studio. Et donc quand ils y vont, c'est à fond. Et puis en 4 jours, ils enregistrent un mini-album. Et c'est aussi cette urgence-là qu'on retrouve sur les disques américains, sur certains disques américains, ou de là ou d'ailleurs. Hein, mais j'avais envie de me rapprocher de ça en tout cas. Combien de temps tu as mis pour enregistrer cet album à Portland? Moi j'ai eu la chance en fait, les prises, on a tout fait en 4 semaines. Les prises, et puis après on a mixé à Montréal en fait. Parce qu'il fallait qu'on mixe ailleurs et puis que c'était plus facile pour l'équipe avec qui je travaillais parce qu'en fait eux étaient tous américains et le réalisateur vivait à Portland et l'ingénieur du son travaillait à Los Angeles et c'était plus facile pour eux parce que sinon nous, on l'aurait mixé en Europe en fait, mais ça les aurait obligés à venir, sachant que ils ont une vie de famille, etc. Et puis c'était un bon compromis pour tout le monde. Dans ce petit film, on voit Steve Berlin, on voit des musiciens comme Val McCallum, on les voit jouer dans des conditions assez roots, quoi, assez live. Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté ces gens-là, Steve par exemple? Il t'a poussé dans des retranchements, Ah ouais. En fait, le truc dont je parlais de vouloir cacher des choses, il y a un côté un peu obsessionnel, je suppose, derrière. Et puis le contrat qu'on a passé, c'était que lui, son boulot, c'était de me faire sortir de ma zone de confort, en fait. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça que je suis allé là-bas, parce que l'idée, c'était de casser des rituels, de casser des choses comme ça. Et puis lui, il a été le gardien du temple aussi. J'avais à chaque fois envie de rajouter des choses. Il me disait, mais non, mais c'est bon. Gardons-le comme ça. Et du coup, je pense que quand on essaie de prendre de la distance sur un truc ou de changer sa manière de faire, quand on est avec quelqu'un qui vous apporte un recul sur vous-même que vous n'avez pas, c'est plus facile. On n'est jamais le meilleur juge de ses défauts, j'ai envie de dire, quoi. Et c'est toujours, c'est un peu comme quand on a un pote en fait qui vous dit, non, tu le fais encore un peu, ou il vous met un miroir comme ça, c'est sûr que vous voyez. Et c'est un peu ce qu'a fait Steve, quoi. C'est un peu ce qu'a fait Steve. Et puis voilà, ils m'ont apporté un vocabulaire aussi, parce que moi, je faisais pas la différence entre les différents types de musique américains que j'avais entendu toute ma vie. Et puis avant d'aller là-bas, on a tout le temps l'impression qu'il y a un peu 4 genres de musique aux États-Unis.
genre le blues, la country, le rock, le hip-hop, et puis après, pardon, hein, le gospel, ouais, pardon, ouais. Bah, gospel blues, disons que c'est un peu la même, Bon, il y en a un qui est dans la lumière, l'autre pas, mais disons que bon, en tout cas, il y a une filiation commune, quoi. Mais c'est vrai qu'au-delà de ces 4 ou 5 styles-là, on a souvent l'impression que ça s'arrête là, et en fait, il y a une infinité de sous-genres que moi, j'arrivais pas à distinguer en fait les uns des autres. Je sais pas si vous avez vu le film Ray. Et je sais pas si vous vous souvenez du moment où il y a un type en fait qui lui dit qu'il blasphème parce qu'il prend de la musique d'église pour en faire de la pop et qu'il n'a pas le droit de faire ça, etc. Alors je sais pas vous, mais moi à ce moment, j'arrivais pas à voir la différence qu'il y avait entre un morceau et l'autre parce que c'était très proche. Mais sauf que les Américains, vu qu'ils ont grandi là-dedans, c'est un truc qu'ils comprennent instantanément. Et puis ils vous expliquent que chaque type de musique est rattaché à un endroit en particulier, à un territoire, à un groupe de personnes. Et puis ça permet vraiment d'avoir un vocabulaire et un recul dont on ne se sert pas, quoi, mais de travailler avec des gens qui vous disent, bon voilà, je crois que c'est là que tu as envie d'essayer d'aller. Si c'est ça que tu as envie de faire, c'est que en fait ça se fait comme ça. Premièrement, tu n'es pas obligé d'aller dans ce sens-là, mais c'est vrai que voilà, c'est ça que c'est important en fait de bosser là-bas. Tu peux citer quelques noms des gens avec qui ont travaillé Steve Berlin et les musiciens avec qui tu as bossé, parce que c'est des références quand même. Ah ouais, Steve en fait il est assez impressionnant. Steve c'est le monsieur avec la barbe qu'on voyait derrière. Il a réalisé 87 albums, il a travaillé notamment avec R.E.M. Steve et Ross, les deux ont travaillé avec R.E.M., Sheryl Crow, Damian Marley, j'en oublie sûrement. Johnny Hooker, je crois. Oui, Johnny Hooker, absolument. Keb Mo, des gens comme ça. C'est des gens qui ont vachement plus d'expérience que moi. Et c'est bien ça aussi de pouvoir bosser avec des gens qui vous apportent un recul, mais indépendamment de ce truc d'alléger et de dire vous faire juste voilà de vous permettre de mettre les choses en perspective en tout cas. Et ça c'est vraiment sympa. Alors, dans ces petits films, on t'entend parler anglais. T'as un excellent accent, dis donc. Ça vient d'où ça, de tourner avec des anglo-saxons justement En fait, le fait d'aller aux États-Unis, c'était aussi pour réactiver ça parce que ma grand-mère était anglophone en fait. D'accord. Et donc on a toujours aimé l'anglais dans la famille et puis c'est des j'ai écouté la musique anglophone toute ma vie en fait. J'ai un peu toute ma vie eu les yeux tournés vers les États-Unis et puis du coup j'ai appris à parler anglais comme ça quoi. Ah oui, donc t'as un très bon accent, mais alors il y a une vraie tendance en France depuis 2-3 ans de beaucoup de groupes de rock et de folk de chanter en anglais. Toi, malgré cette qualité d'accent, tu as choisi de continuer d'écrire en français. Tu écris en français. Pourquoi? C'est parce que tu te sens plus proche aussi d'une filiation de chansons françaises? En fait, j'ai commencé à chanter en anglais quand j'ai commencé à écrire des chansons avant d'arriver à Paris. Et j'ai continué, j'ai commencé en français un peu par jeu, et puis je me suis pris au jeu, et en fait, je crois qu'on sait tous que on vit une période un petit peu particulière pour les gens qui sont musiciens, pour les gens qui ne le sont pas. Et on a fait une tournée pour tester en fait les morceaux avant d'enregistrer cet album, une tournée qui s'appelait le Labo Solo, où je fais une quarantaine de dates en fait en France, aux États-Unis, puis en Angleterre. Et puis on a mis un système aussi de mail en place où les gens pouvaient nous envoyer un mail après les concerts pour nous dire ce qu'ils avaient pensé des morceaux, ce qu'ils avaient aimé et surtout ce qu'ils n'avaient pas aimé. Et puis l'idée c'était qu'ils argumentent en fait. Et j'étais super content sur cette tournée-là parce que c'est une tournée qui arrivait 3 ans après la sortie du dernier album, sans actu comme on dit dans le jargon. Et puis les gens ont joué le jeu, ils sont venus voir et on a pu jouer devant des gens. Et ce qui est vraiment une chance alors qu'il est parce que voilà, on sait tous dans quel état est le milieu du disque et que y a plein de collègues qui partent pour faire 50 dates et puis qu'en font 10 ou qu'en font pas du tout. Donc moi quand je suis sorti de ça, je me suis vraiment rendu compte de la chance que j'avais par rapport à ça. Et les gens me disaient quasiment de manière unanime que eux étaient vachement attachés aux Français. Et c'est les gens qui sont venus sur cette tournée, c'est souvent des gens aussi qui nous suivent depuis les albums précédents. Et je me suis dit, c'est quand même une chance d'avoir des gens qui suivent mon travail comme ça, parce que c'est grâce à eux que je peux continuer à le faire en fait.
Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas une bonne idée de mettre de force des morceaux en anglais sur un album sur lequel il y a, enfin, sur lequel il n'y a pas forcément de place pour eux, puis d'aller jouer le malentendu sciemment. Après, moi, des morceaux en anglais, j'en ai, mais j'aime bien l'idée de les garder dans ma poche pour quand je vais jouer à l'étranger. Puis après, peut-être plus tard, sortir un EP. Enfin, un EP, c'est un disque où il y a quoi, 4 ou 6 morceaux. Enfin, vous savez sûrement ce que c'est, parce que je sais jamais quand est-ce que j'utilise un mot genre hyper show business. Mais donc, ça veut dire quoi d'ailleurs, EP? Extended Play. Non, Extended Play. Extended Play. Mais voilà, sortir un EP en anglais pour aller tourner à l'étranger. Mais voilà, ce sera un autre projet. Bon, peut-être qu'on va t'écouter chanter. Il y a du live tout de suite et puis une tournée qui suit très rapidement. Ouais, en fait, plus de 10. Pardon ? Plus de 10 dates, t'es dans la catégorie encore 50 dates. C'est aussi pour ça que j'ai de la chance. En fait, on sort de répétition, là, on a répété 2 semaines, et puis on a fait un filage, on a fait le premier concert à Sannois ce week-end. Et puis... Il y en a qui y étaient, je sens. Et puis, en fait, la tournée va commencer en mars. On retourne aux États-Unis aussi, puis on va faire les festivals et tout. Et puis les questions de retourner à l'étranger l'année prochaine. Super, merci Tété. Et puis maintenant, on t'écoute.